Diderot est un philosophe et écrivain français qui fut le maître d'œuvre de l'encyclopédie et l'un des principaux représentants de l'esprit des Lumières. À l'instar de Platon, c'est un maître du dialogue philosophique. Il est l'auteur notamment du supplément au voyage de Bougainville, du Neveu de Rameau et de Jacques le Fataliste. Nous allons étudier un extrait du supplément au voyage de Bougainville, récit totalement imaginaire que Diderot présente comme une suite du voyage autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville. Celui-ci était un mathématicien, militaire et explorateur qui fut le premier navigateur français à faire le tour du monde de 1766 à 1769. Dans son ouvrage, Diderot met en scène le voyageur civilisé qui va à la rencontre du Tahitien resté au plus près des origines. Le passage que nous allons voir se situe dans le chapitre 2, constitué essentiellement d'un long discours adressé par un vieux Tahitien à Bougainville, dans lequel le personnage en question souhaite que les Français ne remettent plus jamais les pieds à Tahiti. Dans l'étude de notre passage, nous nous demanderons dans quelle mesure ce discours illustre le mythe du bon sauvage. Puis, s'adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes. Tu as partagé ce privilège avec nous, et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras. Tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr, vous vous êtes égorgés pour elles, et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres, et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon. Qui es-tu donc pour faire des esclaves? Horou, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal. Ce pays est à nous. Ce pays est à toi. Et pourquoi? Parce que tu y as mis le pied? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu? Tu es le plus fort. Et qu'est-ce que cela fait? Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé. Et dans le même instant, tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée. Tu n'es pas esclave. Tu souffrirais plutôt la mort que de l'être. Et tu veux nous asservir. Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi? Tu es venu. Nous sommes-nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs. Elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons pas troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Le mythe du bon sauvage a été sérieusement élaboré par Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine des inégalités. Il s'appuie sur quelques témoignages de navigateurs qui, depuis le XVIe siècle, présentaient les Indiens d'Amérique comme des gens innocents, accueillants et sans violence. Selon la thèse de Rousseau, c'est la civilisation qui aurait perverti les hommes, lesquels, naturellement, seraient portés à la bonté et à la fraternité autant qu'ils le pourraient. Nous verrons donc que ce passage constitue d'une part un plaidoyer en faveur de la vie simple et naturelle des Tahitiens, et d'autre part un réquisitoire contre la barbarie des soi-disant civilisés occidentaux. Dès le début, le discours du chef tahitien, évidemment élaboré par Diderot lui-même, reprend la thèse de l'innocence des primitifs. Ceux-ci n'auraient pas encore été pervertis par la civilisation et se contenteraient d'avoir des mœurs naturelles qui feraient leur bonheur. Suivant en cela la thèse de Rousseau, ils ne connaîtraient pas la propriété privée et de ce fait partageraient tout entre eux, non seulement la nourriture et les biens matériels, mais également les femmes. Cette communauté couperait court à toute rivalité et à toute jalousie, et les Tahitiens seraient heureux. Cela apparaît particulièrement à travers l'utilisation des pronoms possessifs, le tien, le mien, associés aux pronoms personnels, tu, nous,
Ce jeu sur les pronoms établit une forme de communauté universelle entre les hommes. Des lignes 22 à 25, le Tahitien pose toute une série de questions rhétoriques à Bougainville qui n'ont d'autre fonction que de lui rappeler l'excellent accueil dont il a joui. Cela prouverait que les Tahitiens auraient naturellement un comportement humain avec les étrangers, qu'ils seraient aimables, accueillants, non violents. Des lignes 28 à 35, une autre série de questions rhétoriques démontre l'absurdité des peuples civilisés qui font de la poursuite du bonheur un véritable enfer. L'organisation sociale et économique des bons sauvages tahitiens serait bien meilleure et plus sage que celle des Européens. Ils auraient réussi à s'organiser de telle sorte qu'ils n'auraient qu'un minimum d'efforts à fournir pour subvenir à leurs besoins et auraient tout le temps et le loisir de profiter ensuite de la vie dans le repos et l'oisiveté. Face à cette bonté naturelle des sauvages apparaît encore mieux la perversion des Européens. Dès leur premier contact avec les Tahitiennes, ils vont se montrer jaloux et un Français en assassine un autre. Voilà une belle preuve de leur folie. Diderot utilise tout un champ lexical de la violence. Fureur, folle, féroce, haïr, égorger, sang. L'utilisation du tutoiement, l'expression insultante chef des brigands, le ton véhément et accusatoire font du discours du Tahitien un véritable réquisitoire contre les Occidentaux. Il se prétend de plus civilisé parce qu'il possède la propriété privée, et c'est un principe qu'il ne respecte plus du tout lorsqu'il s'agit de la propriété des autres. Les Français vont chercher à coloniser Tahiti, ce qui revient à voler le pays tout entier. Ils sont d'un égoïsme incompréhensible. D'un côté, ils ont accepté tous les cadeaux des Tahitiens, de l'autre, ils deviennent immédiatement violents lorsque ceux-ci veulent s'emparer de quelques objets sur les vaisseaux des Français. Pour souligner le contraste entre le bon sens des Tahitiens et le non-sens et la violence des Européens, Diderot utilise tout un jeu d'antithèses, Dieu, démon, libre esclavage, brute, frère, ignorance, lumière, travail, jouir, ainsi qu'un oxymore, besoin superflu. Les questions rhétoriques des lignes 22 à 25 rappellent et dénoncent la brutalité de la colonisation pratiquée par les Occidentaux, dont le Tahitien ne saurait avoir connaissance, mais dont Diderot suppose a priori qu'ils en seront également les victimes. Le portrait des Tahitiens dressé par Diderot dans ce passage est en réalité idyllique et purement imaginaire, comme le montre d'ailleurs le récit de Bougainville lui-même, voir le document complémentaire numéro 7. Dans la réalité, les Polynésiens étaient des guerriers redoutables, sans cesse en guerre les uns contre les autres. Les Tahitiens avaient colonisé les îles Marquises ainsi que beaucoup d'autres, et les populations devaient leur payer tribut. Leur organisation politique était féodale. Il y avait de grands seigneurs propriétaires de vastes domaines, des paysans pauvres et soumis, des prisonniers de guerre réduits à l'esclavage. Si la liberté sexuelle était plus grande chez eux, il n'y avait pas cependant de communauté des femmes, et celles qu'on proposait aux Français étaient soit de basse extraction, soit des prises de guerre. Ils connaissaient parfaitement la notion de propriété, et les pauvres qui volaient les riches étaient pendus, comme le fait remarquer Bougainville. Leur religion était extrêmement dure et les sacrifices humains étaient courants. Loin de passer leur temps dans l'oisiveté, ils travaillaient énormément, construisaient de vastes bâtiments en pierre et en bois, sculptaient des statues monumentales, etc. Cependant, l'essentiel ne se trouve pas dans le réalisme de la description de Diderot, qui est tout à fait conscient du côté utopique de sa manière de présenter la vie à Tahiti. La fonction essentielle de cette utopie est de jeter les bases d'une discussion de fond sur le sens même de la civilisation, sur ce qu'elle peut avoir d'utile ou de nuisible, de sensé ou d'incohérent, de naturel ou de totalement arbitraire. Diderot se fait dans ce discours le chantre d'une plus grande liberté sexuelle, du partage équitable des richesses et de la liberté de la conscience individuelle face à l'autorité de la tradition et de la religion. Il défend également les droits des peuples plus rustiques et moins bien armés contre l'horreur de la colonisation et de l'esclavage. Le bon sauvage est réellement un mythe. Il exprime seulement le désir des Européens de construire pour eux-mêmes une société plus juste et plus heureuse,
et certes affirmé que cela serait possible puisque d'autres y parviendraient. Il permet également à Diderot de jeter les bases d'une critique radicale de la société et de la civilisation européenne.